32e nuit des mille et une nuits. Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzade appela la sultane. Au nom de Dieu, ma sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer le conte de ces trois belles filles. Je suis dans une extrême impatience de savoir qui frappait à leur porte. Vous l'allez apprendre, répondit Scheherazade. Je vous assure que ce que je vais vous raconter n'est pas indigne du sultan mon seigneur. Dès que les dames, poursuivit-elle, entendirent frapper à la porte, elles se levèrent toutes trois en même temps pour aller ouvrir. Mais Safie, à qui cette fonction appartenait particulièrement, fut la plus diligente. Les deux autres, se voyant prévenues, demeurèrent et attendirent qu'elle vînt leur apprendre qui pouvait avoir affaire chez elles si tard. Safie revint. Mes sœurs, dit-elle, il se présente une belle occasion de passer une bonne partie de la nuit fort agréablement, et si vous êtes de même sentiment que moi, nous ne la laisserons point échapper. Il y a à notre porte 3 calenders, au moins ils me paraissent tels à leur habillement. Mais, ce qui va sans doute vous surprendre, ils sont tous trois borgnes de l'œil droit, et ont la tête, la barbe et les sourcils ras. Ils ne font, disent-ils, que d'arriver tout présentement à Bagdad, où ils ne sont jamais venus. Et comme il est nuit, et qu'ils ne savent où aller loger, ils ont frappé par hasard à notre porte, et ils nous prient, pour l'amour de Dieu, d'avoir la charité de les recevoir. Ils se contenteront d'une écurie. Ils sont jeunes et assez bien faits, ils paraissent même avoir beaucoup d'esprit. Mais je ne puis penser sans rire à leur figure plaisante et uniforme. En cet endroit, sa fille s'interrompit elle-même et se mit à rire de si bon cœur que les deux autres dames et le porteur ne purent s'empêcher de rire aussi. Mes bonnes sœurs, reprit-elle, ne voulez-vous pas bien que nous les fassions entrer? Il est impossible qu'avec des gens tels que je viens de vous les dépeindre, nous n'achevions la journée encore mieux que nous ne l'avons commencée. Ils nous divertiront fort et nous ne serons point à charge, puisqu'ils ne nous demandent une retraite que pour cette nuit seulement, et que leur intention est de nous quitter d'abord qu'il sera jour. Zobéide et Amine firent difficulté d'accorder à sa fille ce qu'elle demandait, et elle en savait bien la raison elle-même. Mais elle leur témoigna une si grande envie d'obtenir d'elle cette faveur qu'elles ne purent la lui refuser. Allez, dit Zobéide, faites-les donc entrer, mais n'oubliez pas de les avertir de ne point parler de ce qui ne les regardera pas, et de leur faire lire ce qui est écrit au-dessus de la porte. À ces mots, sa fille courut ouvrir avec joie, et peu de temps après, elle revint accompagnée de 3 calenders. Les 3 calenders firent en entrant une profonde révérence aux dames qui s'étaient levées pour les recevoir, et qui leur dirent obligeamment qu'ils étaient les bienvenus, qu'elles étaient bien aises de trouver l'occasion de les obliger, et de contribuer à les remettre de la fatigue de leur voyage. Et enfin, elles les invitèrent à s'asseoir auprès d'elles. La magnificence du lieu et l'honnêteté des dames firent concevoir aux calenders une haute idée de ces belles hôtesses. Mais avant que de prendre place, ayant par hasard jeté les yeux sur le porteur et le voyant habillé à peu près comme d'autres calenders avec lesquels ils étaient indifférents sur plusieurs points de discipline, et qui ne se rasait pas la barbe et les sourcils, un d'entre eux prit la parole. Voilà, dit-il apparemment, un de nos frères arabes les révoltés. Le porteur, à moitié endormi et la tête échauffée du vin qu'il avait bu, se trouva choqué de ces paroles, et, sans se lever de sa place, répondit aux calenders, en les regardant fièrement. Asseyez-vous, et ne vous mêlez pas de ce que vous n'avez que faire. N'avez-vous pas lu au-dessus de la porte l'inscription qui y est? Ne prétendez pas obliger le monde à vivre à votre mode, vivez à la nôtre. Bonhomme, répondit le calender qui avait parlé, ne vous mettez point en colère. Nous serions bien fâchés de vous en avoir donné le moindre sujet, et nous sommes au contraire prêts à recevoir vos commandements. La querelle aurait pu avoir de la suite, mais les dames s'en mêlèrent et pacifièrent toutes choses. Quand les calenders se furent assis à table, les dames leur servirent à manger, et l'enjouée sa fille particulièrement prit soin de leur verser à boire. Scheherazade s'arrêta en cet endroit parce qu'elle remarqua qu'il était jour. Le sultan se leva pour aller remplir ses devoirs, se promettant bien d'entendre la suite de ce conte le lendemain, car il avait grande envie d'apprendre pourquoi les calenders étaient borgnes et tous trois du même œil. Fin de la 32e nuit. 33e nuit des mille et une nuits. Une heure avant le jour,
Dinarzade, s'étant éveillée, dit à la sultane: ma chère sœur, si vous ne dormez pas, contez-moi, je vous prie, ce qui se passa entre les dames et les calenders. Très volontiers, répondit Scheherazade. En même temps, elle continua de cette manière le conte de la nuit précédente. Après que les calenders eurent bu et mangé à discrétion, ils témoignèrent aux dames qu'ils se feraient un grand plaisir de leur donner un concert, si elles avaient des instruments, et qu'elles voulussent leur en faire apporter. Elles acceptèrent l'offre avec joie. La belle Safie se leva pour en aller quérir. Elle revint un moment ensuite et leur présenta une flûte du pays, une autre à la persienne et un tambour de basse. Chaque calender reçut de sa main l'instrument qu'il voulut choisir, et ils commencèrent tous trois à jouer un air. Les dames, qui savaient des paroles sur cet air, qui étaient des plus gais, l'accompagnèrent de leur voix. Mais elles s'interrompaient de temps en temps par de grands éclats de rire que leur faisaient faire les paroles. Au plus fort de ce divertissement, et lorsque la compagnie était le plus en joie, on frappa à la porte. Safie cessa de chanter et alla voir ce que c'était. Mais sire, dit en cet endroit Scheherazade au sultan, il est bon que votre majesté sache pourquoi l'on frappait si tard à la porte des dames, et en voici la raison. Le calife Haroun al-Raschid avait coutume de marcher très souvent la nuit incognito pour savoir par lui-même si tout était tranquille dans la ville et s'il ne s'y commettait pas de désordre. Cette nuit-là, le calife était sorti de bonne heure accompagné de Giafar, son grand vizir, et de Mesrour, chef des eunuques de son palais, tous trois déguisés en marchands. En passant par la rue des Trois Dames, ce prince, entendant le son des instruments et des voix, et le bruit des éclats de rire, dit au vizir: allez, frappez à la porte de cette maison où l'on fait tant de bruit. Je veux y entrer et en apprendre la cause. Le vizir eut beau lui représenter que c'étaient des femmes qui se régalaient ce soir-là, et que le vin apparemment leur avait échauffé la tête, et qu'ils ne devaient pas s'exposer à recevoir d'elles quelque insulte, qu'il n'était pas encore heure indue, et qu'il ne fallait pas troubler leur divertissement. Il n'importe, repartit le calife. Frappez, je vous l'ordonne. C'était donc le grand vizir Giafar qui avait frappé à la porte des dames par ordre du calife, qui ne voulait pas être connu. Sa fille ouvrit, et le vizir, remarquant à la clarté d'une bougie qu'elle tenait que c'était une dame d'une grande beauté, joua parfaitement bien son personnage. Il lui fit une profonde révérence et lui dit d'un air respectueux: madame, nous sommes trois marchands de Moussoul arrivés depuis environ 10 jours avec de riches marchandises que nous avons en magasin dans un camp où nous avons pris logement. Nous avons été aujourd'hui chez un marchand de cette ville qui nous avait invités à l'aller voir. Il nous a régalés d'une collation et comme le vin nous avait mis de belle humeur, il a fait venir une troupe de danseuses. Il était déjà nuit, et dans le temps que l'on jouait des instruments, que les danseuses dansaient et que la compagnie faisait grand bruit, le guet a passé et s'est fait ouvrir. Quelques-uns de la compagnie ont été arrêtés. Pour nous, nous avons été assez heureux pour nous sauver par-dessus une muraille. Mais, ajouta le vizir, comme nous sommes étrangers, et avec cela un peu pris de vin, nous craignons de rencontrer une autre escouade du guet ou la même, avant que d'arriver à notre camp, qui est éloigné d'ici. Nous arriverions même inutilement, car la porte est fermée et ne sera ouverte que demain matin, quelque chose qui puisse arriver. C'est pourquoi, madame, ayant ouï en passant des instruments et des voix, nous avons jugé que l'on n'était pas encore retiré chez vous, et nous avons pris la liberté de frapper pour vous supplier de nous donner retraite jusqu'au jour. Si nous vous paraissons dignes de prendre part à votre divertissement, nous tâcherons d'y contribuer en ce que nous pourrons, pour réparer l'interruption que nous y avons causée. Sinon, faites-nous seulement la grâce de souffrir que nous passions la nuit à couvert sur votre vestibule. Pendant ce discours de Giafar, la belle Safie eut le temps d'examiner ce vizir et les deux personnes qu'il disait marchands comme lui, et jugeant à leur physionomie que ce n'étaient pas des gens du commun, elle leur dit qu'elle n'était pas la maîtresse et que s'ils voulaient se donner un moment de patience, elle reviendrait leur apporter la réponse. Sa fille alla faire ce rapport à ses sœurs,
qui balancèrent quelque temps sur le parti qu'elles devaient prendre. Mais elles étaient naturellement bienfaisantes et elles avaient déjà fait la même grâce aux trois calenders. Ainsi, elles résolurent de les laisser entrer. Scheherazade se préparait à poursuivre son conte, mais s'étant aperçue qu'il était jour, elle interrompit là son récit. La quantité de nouveaux acteurs que la sultane venait d'introduire sur la scène, piquant à la curiosité de Schahriar et le laissant dans l'attente de quelque événement singulier, ce prince attendit la nuit suivante avec impatience. Fin de la 33e nuit. 34e nuit des mille et une nuits. Dinarzade, aussi curieuse que le sultan d'apprendre ce que produirait l'arrivée du calife chez les trois dames, n'oublia pas de réveiller la sultane de fort bonne heure. Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous supplie de reprendre l'histoire des calenders. Scheherazade aussitôt la poursuivit de cette sorte, avec la permission du sultan. Le calife, son grand vizir et le chef de ses eunuques, ayant été introduits par la belle Safie, saluèrent les dames et les calenders avec beaucoup de civilité. Les dames les reçurent de même, les croyant marchands, et Zobéide, comme la principale, leur dit d'un air grave et sérieux qui lui convenait: vous êtes les bienvenus, mais avant que toute chose, ne trouvez pas mauvais que nous vous demandions une grâce. Eh, quelle grâce, madame, répondit le vizir. Peut-on refuser quelque chose à de si belles dames? C'est, reprit Zobéide, de n'avoir que des yeux et point de langue, de ne nous pas faire des questions sur quoi que vous puissiez voir pour en apprendre la cause, et de ne point parler de ce qui ne vous regardera pas, de crainte que vous n'entendiez ce qui ne vous serait pas agréable. Vous serez obéie, madame, repartit le vizir. Nous ne sommes ni censeurs ni curieux indiscrets. C'est bien assez que nous ayons attention à ce qui nous regarde, sans nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. À ces mots, chacun s'assit, la conversation se lia, et l'on recommença de boire en faveur des nouveaux venus. Pendant que le vizir Giafar entretenait les dames, le calife ne pouvait cesser d'admirer leur beauté extraordinaire, leur bonne grâce, leur humeur enjouée et leur esprit. D'un autre côté, rien ne lui paraissait plus surprenant que les calenders, tous trois borgnes de l'œil droit. Il se serait volontiers informé de cette singularité, mais la condition qu'on venait d'imposer à lui et à sa compagnie l'empêcha d'en parler. Avec cela, quand il faisait réflexion à la richesse des meubles, à leur arrangement bien entendu et à la propreté de cette maison, il ne pouvait se persuader qu'il n'y eût pas de l'enchantement. L'entretien étant tombé sur les divertissements et les différentes manières de se réjouir, les calenders se levèrent et dansèrent à leur mode une danse qui augmenta la bonne opinion que les dames avaient déjà conçue d'eux, et qui leur attira l'estime du calife et de sa compagnie. Quand les trois calenders eurent achevé leur danse, Zobéide se leva et, prenant Amine par la main: ma sœur, lui dit-elle, levez-vous. La compagnie ne trouvera pas mauvais que nous ne nous contraignions point, et leur présence n'empêchera pas que nous ne fassions ce que nous avons coutume de faire. Amine, qui comprit ce que sa sœur voulait dire, se leva et emporta les plats, la table, les flacons, les tasses et les instruments dont les calenders avaient joué. Safie ne demeura pas à rien faire. Elle balaya la salle, mit à sa place tout ce qui était dérangé, moucha les bougies et y appliqua d'autres bois d'aloès et d'autres ambre gris. Cela étant fait, elle pria les trois calenders de s'asseoir sur le sofa d'un côté et le calife de l'autre avec sa compagnie. À l'égard du porteur, elle lui dit: levez-vous et vous préparez à nous prêter la main à ce que nous allons faire. Un homme tel que vous, qui est comme de la maison, ne doit pas demeurer dans l'inaction. Le porteur avait un peu cuvé son vin. Il se leva promptement, et après avoir attaché le bas de sa robe à sa ceinture: me voilà prêt, dit-il. De quoi s'agit-il? Cela va bien, répondit sa fille. Attendez que l'on vous parle.
vous ne serez pas longtemps les bras croisés. Peu de temps après, on vit paraître Amine avec un siège qu'elle posa au milieu de la salle. Elle alla ensuite à la porte d'un cabinet et, l'ayant ouverte, elle fit signe au porteur de s'approcher. Venez, lui dit-elle, et m'aidez. Il obéit, et y étant entré avec elle, il en sortit un moment après, suivi de 2 chiennes noires, dont chacune avait un collier attaché à une chaîne qu'il tenait, et qui paraissaient avoir été maltraitées à coups de fouet. Il s'avança avec elle au milieu de la salle. Alors, Zobéide, qui s'était assise entre les calenders et le calife, se leva et marcha gravement jusqu'où était le porteur. Ça, dit-elle en poussant un grand soupir, faisons notre devoir. Elle se retroussa les bras jusqu'au coude, et après avoir pris un fouet que Safie lui présenta, porteur, dit-elle, remettez une de ces 2 chiennes à ma sœur Amine, et approchez-vous de moi avec l'autre. Le porteur fit ce qu'on lui commandait, et quand il se fut approché de Zobéide, la chienne qu'il tenait commença de faire des cris et se tourna vers Zobéide en levant la tête d'une manière suppliante. Mais Zobéide, sans avoir égard à la triste contenance de la chienne qui faisait pitié, ni à ses cris qui remplissaient toute la maison, lui donna des coups de fouet à perte d'haleine, et lorsqu'elle n'eut plus la force de lui en donner davantage, elle jeta le fouet par terre. Puis, prenant la chaîne de la main du porteur, elle leva la chienne par les pattes et, se mettant toutes deux à se regarder d'un air triste et touchant, elles pleurèrent l'une et l'autre. Enfin, Zobéide tira son mouchoir, essuya les larmes de la chienne, la baisa et, remettant la chaîne au porteur, allez, lui dit-elle, ramenez-la où vous l'avez prise et amenez-moi l'autre. Le porteur ramenait la chienne fouettée au cabinet, et en revenant il prit l'autre des mains d'Amine et la présenter à Zobéide qui l'attendait. Tenez-la comme la première, lui dit-elle. Puis, ayant repris le fouet, elle la maltraita de la même manière. Elle pleura ensuite avec elle, essuya ses pleurs, la baisa et la remit au porteur, à qui l'agréable Amine épargna la peine de la remettre au cabinet, car elle s'en chargea elle-même. Cependant, les 3 calenders, le calife et sa compagnie furent extraordinairement étonnés de cette exécution. Ils ne pouvaient comprendre comment Zobéide, après avoir fouetté avec tant de furie les 2 chiennes, animaux immondes selon la religion musulmane, pleurait ensuite avec elles, leur essuyait les larmes et les baisait. Ils en murmuraient en eux-mêmes. Le calife, surtout, plus impatient que les autres, mourait d'envie de savoir le sujet d'une action qui lui paraissait si étrange, et ne cessait de faire signe au vizir de parler pour s'en informer. Mais le vizir tournait la tête d'un autre côté jusqu'à ce que, pressé par des signes si souvent réitérés, il répondit par d'autres signes que ce n'était pas le temps de satisfaire sa curiosité. Zobéide demeura quelque temps à la même place, au milieu de la salle, comme pour se remettre de la fatigue qu'elle venait de se donner en fouettant les 2 chiennes. Ma chère sœur, lui dit la belle Safie, ne vous plaît-il pas de retourner à votre place afin qu'à mon tour je fasse aussi mon personnage? Oui, répondit Zobéide. En disant cela, elle alla s'asseoir sur le sofa, ayant à sa droite le calife Giafar et Mesrour, et à sa gauche les 3 calenders et le porteur. Sire, dit en cet endroit Scheherazade, ce que votre majesté vient d'entendre doit sans doute lui paraître merveilleux, mais ce qui reste à raconter l'est encore bien davantage. Je suis persuadé que vous en conviendrez la nuit prochaine, si vous voulez bien me permettre de vous achever cette histoire. Le sultan y consentit et se leva parce qu'il était jour. Fin de la 34e nuit.